Hello, good morning everyone and welcome to another edition of the 6 a.m. bilingual newscast on For You Television, your Pan-African channel. Ladies and gentlemen, the first segment of the news, of course, will be in the French language with you, Noah. Bonjour. Good morning, comme Banem, mesdames, messieurs, bienvenue à la partie française du journal. Alors, du côté de Bamako, la capitale malienne abrite depuis hier, 23 juin 2022, la première édition du Forum d'investissement panafricain, FIPA, organisé par le PAM, l'Organisation panafricaniste mondiale. Ce rendez-vous vise à soutenir le Mali dans la promotion des investisseurs et des capitaux d'investissement africains. Au menu, plusieurs conférences, débats aux thématiques variées et une foire d'exposition et de vente mettant en exergue la créativité africaine et l'actionnariat populaire. Soulignons que le FIPA est placé sous le parrainage du député panafricaniste et membre du Conseil national de transition, l'honorable Souleymane Dembélé. Précisons que l'événement court jusqu'au 25 juin 2022. Parlons à présent du sommet du Commonwealth qui ouvre ses portes ce jour du côté du Rwanda, ce jusqu'au 25 juin 2022. La relique donc du vieil empire britannique de 54 États, dont 19 pays africains, va s'agrandir de deux nouveaux avec le Gabon et le Togo. Le prince Charles, qui représente donc la reine Elisabeth II et sa mère, séjourne du côté de Kigali pour lancer l'opération Séduction. Kwechu pour les détails. Le prince Charles et son épouse Camilla ont foulé au soir du 2 juin le sol de Kigali, la capitale du Rwanda, qui abrite pendant 2 jours, du 24 au 25 juin, la réunion des chefs de gouvernement du Commonwealth. Venu représenter sa mère, la reine Elisabeth, à ce rendez-vous biannuel, le prince Charles, 73 ans, le président rwandais Paul Kagame et leurs épouses se sont rencontrés au complexe présidentiel d'Oruwero après une visite du mémorial du génocide de 1994. Des moments conviviaux qui interviennent pourtant une dizaine de jours après que la presse britannique ait annoncé le projet controversé du gouvernement britannique d'expulser vers le Rwanda des migrants arrivés illégalement au Royaume-Uni. Il a fallu l'intervention le 14 juin de la Cour européenne des droits de l'homme pour bloquer à la dernière minute le départ du premier avion transportant des migrants vers Kigali. La parade dans la capitale rwandaise de l'héritier au trône d'Angleterre résonne comme un mea culpa afin de recentrer les intérêts sur le sommet du Commonwealth qui n'a plus eu lieu depuis 2018 à cause de la pandémie Covid-19. Le rôle et la pertinence du Commonwealth sont de plus en plus remis en question par les pays membres, à majorité composée d'anciens territoires de l'empire britannique qui veulent redéfinir les relations diplomatiques et sortir du joug d'une forme de néocolonialisme. Le Rwanda n'a jamais été une colonie britannique et a volontairement rejoint l'organisation en 2009, comme entendent le faire également ce vendredi 24 juin le Gabon et le Togo, deux pays pourtant francophones. Le Commonwealth, c'est 54 pays pour 2,5 milliards d'habitants, ce qui en théorie n'impliquerait pas d'avantages commerciaux, mais permettrait d'attirer de nouveaux investisseurs. 15 ans après Kampala en Ouganda, le sommet du Commonwealth se tient de nouveau en Afrique. La rencontre entre le chef du gouvernement britannique et le président Kagame est très attendue. Boris Johnson, qui était ouvertement favorable au projet d'expulsion des migrants rwandais de Grande-Bretagne, et se bat encore à contourner le blocus de la Cour européenne de justice. Parlons encore de retour de la dépouille de Lumumba en RDC. Assassiné le 17 janvier 1961 à Lubumbashi, les restes de Patrice Emery Lumumba avaient été déportés en Belgique. 61 ans après, sa dépouille est de retour dans sa terre natale. Toutefois, en lieu et place de ses restes, c'est une dent qui est remise à son pays. Pure humiliation ou réelle volonté de résoudre un contentieux historique? Élément de réponse dans ce reportage. Bonjour. L'expression « avoir une dent contre quelqu'un » trouverait bien son sens au regard du scénario qui vient de nous être servi par la Belgique, qui, dit-elle, a restitué à l'État congolais, parallèlement à la famille biologique du nationaliste de la République démocratique du Congo, Patrice Emery Lumumba,
La dépouille, que dis-je, une dent en or, seule relique et vestige resté de ce panafricaniste, 61 ans après son assassinat. Ce qui n'est que pure humiliation pour une personne de son acabit. Le retour de la dépouille de M. Patrice Lumumba, vu sur ce prisme-là, est tout simplement une humiliation. Humiliation, pas non seulement pour sa mémoire, pas seulement pour sa famille biologique, pas seulement pour le Congo, mais pour l'Afrique en général. Pourquoi? Parce qu'en réalité, M. Patrice Lumumba, quoi que l'on dise, a cristallisé l'attention de toute une génération, a cristallisé l'attention de tout un continent. Vu sur ce prisme, vu sur cet angle, l'homme mérite mieux que ça. L'homme mérite mieux que ça, et certainement pour ce qu'il a été et ce qu'il a fait. Ce n'est pas normal. Car non, il n'est pas normal que la dépouille de l'un des pères fondateurs de la nation congolaise ait été conservée 6 décennies durant par les Belges. Il n'est pas normal que la dépouille de l'un des pères fondateurs de la nation congolaise ait été conservée pendant 6 décennies dans des circonstances obscures, jamais vraiment élucidées, mais qui, à la lumière de ce qui est connu, ne fait pas notre fierté. Plusieurs ministres du gouvernement belge de l'époque portent en conséquence une responsabilité morale quant aux circonstances qui ont conduit à ce meurtre. C'est une vérité douloureuse et désagréable, mais elle doit être dite. Honte à la Belgique, la vérité doit être dite, s'est exprimé le Premier ministre belge lors de la cérémonie funèbre à Bruxelles. Des propos qui rejoindraient la perspective entamée par le président congolais Félix Tshisekedi, dont la volonté manifeste serait de résoudre un contentieux historique entre la Belgique et la RDC. Mais hélas, la démarche n'est pas bonne. Du retour de la dépouille s'inscrit dans la perspective d'une réconciliation initiée par M. Tshisekedi, qui voudrait en réalité résoudre un contentieux historique entre la République démocratique du Congo et la Belgique. Or, malheureusement, cette approche, l'initiative en soi n'est pas mauvaise, mais il faille modifier encore, mobiliser des démarches susceptibles de permettre à ce que le Congo ne soit pas humilié, comme c'est le cas d'ailleurs. Bien plus, il faut le souligner, cet événement n'intervient que 2 jours après la visite du roi belge en RDC, ce qui laisse transparaître un certain désintérêt du peuple belge. Revenant sur la dépouille en question, il ne s'agit nul autre que d'une dent embrigadée dans une grosse caisse en bois. L'unique relique, nous dit-on, appartenant au père de l'indépendance de la République démocratique du Congo, mais sans aucune identification jusqu'ici. On a un droit de se demander de qui se moque-t-on. On parle de la dépouille. C'est quoi le contenu de la dépouille? Le contenu de la dépouille, c'est en réalité la dent de l'homme. La dent dont l'authenticité n'est pas encore même avérée. Si tel est le cas, ça veut dire que c'est tout, sauf une affaire sérieuse. C'est simplement une théâtralisation qu'on orchestre dans la perspective de réconcilier un peuple avec son ancien oppresseur. L'Afrique n'est pas dupe, ni myope, encore moins bête. Les Africains sont réfléchis et ne peuvent accepter une telle insulte. Nationaliste congolais et panafricaniste avéré, Patrice Emery Lumumba a été assassiné le 17 janvier 1961 à Lubumbashi, après quoi ses restes avaient été déportés en Belgique. Parlons de corruption en Afrique du Sud où un rapport pointe l'inactivité de Cyril Ramaphosa sous Zuma. 4 ans, c'est le temps qu'a mis l'enquête du rapport sur le scandale de corruption en Afrique du Sud. La présentation finale du dit rapport a lieu mercredi 22 juin 2022. Il ressort que l'ex-président Jacob Zuma est le pantin d'un sulfureux trio d'hommes d'affaires ayant siphonné les caisses de l'État. Une situation qui aurait pu éviter Cyril Ramaphosa, son prédécesseur et actuel vice-président en ce temps-là. Nguéné nous plonge dans cette affaire en voie de passer à l'étape judiciaire. Après 400 jours d'audition, plus de 300 témoins et l'examen de centaines de documents compromettants qui ont abouti à la mise en cause de près de 1500 personnes par la commission ad hoc présidée par le juge Redmond Zondo, le constat qui s'étale sur 5000 pages est accablant. La capture d'État a été une réelle attaque contre notre démocratie. Elle a violé les droits de chaque femme et homme de ce pays, a déclaré Cyril Ramaphosa lors de la remise officielle du rapport à Pretoria, employant le terme utilisé dans le pays pour désigner les années de corruption rampante. Depuis janvier et la remise du premier des 6 chapitres, le juge Zondo
démontre, au gré de la publication de nouveaux pans de l'enquête, comment l'ex-président Jacob Zuma, décrit comme le pantin du sulfureux trio d'hommes d'affaires d'origine indienne, les Gulpas a siphonné les caisses de l'État. L'affaire qui tient les Sud-Africains en haleine depuis plusieurs années, avec des audiences fleuves retransmises en direct à la télévision, doit désormais passer à une étape judiciaire. La commission a un rôle consultatif, mais ses conclusions peuvent être transmises au parquet. Le juge Redmond Zondo a déjà recommandé l'ouverture de poursuites contre plus de 130 personnes, dont plusieurs anciens ministres. Le fait ahurissant de ce rapport reste certainement l'implication de l'actuel président Cyril Ramaphosa. Le rapport suggère que ce dernier a lui-même fait preuve de passivité en tant que vice-président de Jacob Zuma. Certaines de ses réponses à propos de ce qu'il savait des activités de corruption ont été opaques et laissent malheureusement des lacunes importantes. Cyril Ramaphosa, qui vise une investiture pour briguer un nouveau mandat à la présidentielle de 2024, fait aussi l'objet d'une plainte déposée début juin. En effet, l'ancien chef des renseignements sud-africains Arthur Fraser l'accuse d'avoir dissimulé à la police et au fisc un cambriolage en 2020 dans une de ses propriétés, au cours duquel d'importantes sommes d'argent en liquide dissimulées dans du mobilier ont, selon lui, été volées. Parlons donc du 5e recensement général de la population organisé tous les 10 ans. Le Bénin s'apprête à lancer donc le 5e recensement général de la population et de l'habitat, en abrégé RGPH5, décision prise lors du Conseil des ministres du 22 juin 2022. Les données attendues lors de ce 5e recensement permettront donc de voir les mesures accomplies, mais également aussi d'assurer un suivi meilleur des indicateurs des différents agendas. Les réels enjeux de ce 5e recensement dans ce reportage que nous propose Bala. Après le recensement général de la population et de l'habitant en abrégé RGPH4 réalisé en 2013, le Bénin s'apprête à lancer le RGPH5. C'est l'une des décisions prises lors du Conseil des ministres le mercredi 22 juin 2022 à Cotonou. Une décision qui d'ailleurs a permis de désigner les membres du comité national qui auront à leur charge des travaux à effectuer. Selon les statistiques des 4 dernières éditions du recensement, la population béninoise est estimée à 3 331 210 habitants en 1979, à 4 915 555 en 1992. Les données attendues au cours du 5e recensement permettront donc de mesurer les progrès accomplis et d'assurer un meilleur suivi des indicateurs des différents agendas, tels que l'agenda de 2030 des Nations Unies sur les objectifs de développement durable, l'agenda de 2063 de l'Union africaine, la stratégie décennale de la Banque africaine de développement et bien sûr l'accord de Paris sur les changements climatiques. Rappelons que le recensement général de la population et de l'habitat consiste à collecter, évaluer, à exploiter, à traiter, à analyser et à publier les données socio-démographiques se reportant à un moment donné à l'ensemble de la population résidente de l'habitat d'un pays donné. Selon le Conseil des ministres, le recensement de cette envergure s'organise tous les 10 ans au fin de générer les données actualisées et fiables sur les caractéristiques démographiques, sociales et économiques de la population et de l'habitat, tels que le taux d'accroissement, l'espérance de vie à la naissance, les indicateurs clés des mouvements migratoires, la mortalité, la fécondité et bien d'autres. Madame, Monsieur, c'est ici que s'achève cette première partie du journal en langue française. La suite du journal en langue anglaise, with you, est comme un banner. Thank you very much, Noah. Ladies and gentlemen, welcome to the second segment of information in the English language. The head of the International Energy Agency in Europe warns that Russia may stop supplying gas to the entire European continent very soon as a result of the Russia-Ukraine war. Fed Bureau was speaking to so many news agencies in Europe and also reaffirmed that it is not a complete shutdown, but European countries need to take a contingency plan to curb the situation in the nearest future. Details in the following report. National Energy Agency, in its acronym IEA, Russia may cut off gas to Europe entirely as it seeks to bolster its political leverage during the Ukraine crisis. The head of the International Energy Agency says
that there is reason for Europe to find contingency plans because a recent reduction in flows by Russia may be an attempt to gain political leverage ahead of other European states as winter is fast approaching. Although the European Union has sanctioned Russian oil and coal, but has held off from banning gas imports because of its heavy reliance on supplies from Moscow, the IEA still believes that investment in oil and gas on top of setting back efforts to reach climate goals will not meet rising demand if energy systems are not retooled towards cleaner technology. On the other hand, an official with the EU said the body will temporarily shift back to coal to cope with dwindling Russian gas flows without derailing longer-term climate goals. European leaders have rounded on Russia as flows through its Nord Stream 1 pipeline were cut to just 40% of capacity, as Germany, Italy, and the Netherlands have signaled coal-fired power plants could plug supply gaps, even as Germany gears up to host a group of 7 summits, having reaffirmed a commitment to ambitious climate change goals. It's important to note that Europe is facing a continental inflation due to the unlawful invasion of Russia on Ukraine, which has resulted in an emergency situation in the European Union. And we stay in Europe, where the Bank of England says the worst is yet to come, as the bank, of course, records the highest rate of inflation out of G7 countries in the particular continent. And of course, the hike of food prices is also said to be a contributing factor to the problems, which as of now, UK records 9.1% of inflation rates. Details in the following report. The hike in food prices has pushed the United Kingdom's consumer price inflation to 9.1%, thereby recording the highest rate out of the group of 7 countries which constitute the G7. Historical records from the Office for National Statistics shows May's inflation was the highest since March 1982, and worse is likely to come. In addition to these, some investors judge the UK to be at risk of persistently high inflation and recession, reflecting its large imported energy bill and the continuous Brexit troubles, which could further hurt trade ties with the European Union, especially now when the pound sterling has become one of the worst performing currencies against the US dollar, this year falling below $1.22, down 0.6% on a daily. With the economic outlook so unclear, some economists say no one knows how high inflation could go and how long it will continue, for making fiscal and monetary policy judgments particularly tough. But earlier on Wednesday, the Resolution Foundation said the cost of living for households had been compounded by Brexit, which had made Britain a more closed economy with damaging long-term implications for productivity and wages, as Britain's headline inflation rate in May was higher than in the United States, France, Germany, and Italy, while Japan and Canada have yet to report consumer price data for May, but based on research and analysis from financial experts, neither are likely to come close. Moreover, the Bank of England said last week that the inflation was likely to remain above 9% over the coming months before peaking at slightly above 11% in October, when regulated household energy bills are due to rise again. Finance Minister Rishi Sunak says the British government is doing all it can to combat a surge in prices ever since prices of food and non-alcoholic drinks rose by 8.7% in annual terms this past May, as financial analysts term this inflationary era the biggest jump, making this category the biggest driver of annual inflation. We talk something else in this edition of the news. The over 54 member states that make up the Commonwealth are converging in Kigali, that's in Rwanda, for the 26th summit of the particular convention. And of course, aside recovery plan from the COVID-19, security and trade cooperation are said to be ahead of the concern or top priority on the agenda. Details in the report compiled by Henry Cheke Onwana. There are over 54 member nations that make up the Commonwealth family, and whose summit was perturbed for 2 years due to the coronavirus pandemic. For the first time, the East African nation Rwanda is hosting the Commonwealth Heads of Government meeting
which is on its 26th edition, to be officially opened Friday, June 24, under the theme Delivering a Common Future, Connecting, Innovating and Transforming. Rwanda's President Paul Kagame, while announcing the new date, said the last 2 years have made it clear that all member states must learn to work together to achieve the tangible and sustainable result they are gunning for. However, according to analysts, the hosting of the 26th Commonwealth Summit should be an opportunity for the members of the Gentleman's Club to press their host nation, popular of human rights violation and good governance. We look forward to see more concrete transformational interventions undertaken, improving the freedom of expression, also improving detention conditions, recommendations to reduce or fight forced appearance and related human rights abuses. There have been cases of death in custody. According to Rwanda nationals, trade promotion between member states should actually be preoccupying to the leaders during their two-day meeting. I believe the good relationship between the UK and the government of Rwanda has actually played a bigger part in enabling exporters actually come up and grow in doing business with the UK. And compared to other markets in the world, UK do provide us with minimal taxes on our commodities, and that attracts several people and several exporters actually to trade. President Paul Biya of Cameroon is represented by head of government and Prime Minister Chief Dr. Joseph John Ngute, who shall equally share the viewpoint of the people of Cameroon, how best the Commonwealth family can tackle climate change and poverty issue, boosting trade and sustainable development through multilateral cooperation and mutual support in the next 2 years. At the end of the 26th Summit of Commonwealth in Kigali, President Paul Kagame shall become the new chair in office of the organization for the next 2 years. And the Parliamentary Budget Office in Kenya has warned that campaign could lead to a possible inflation in the country as a result of campaign spending, as Deputy President William Ruto and Raila Odinga, who is the former Prime Minister of the country, are running for elections on August 9. Details in the following report. Kenyans will be heading to the polls on August 9 to vote in a highly contested race to decide the country's fifth president. The incumbent Uhuru Kenyatta, who is nearing the end of his second 5-year term, is constitutionally barred from seeking another term, which narrows the election race to two prominent politicians within Kenya's political circle. Deputy President William Ruto and former Prime Minister Raila Odinga are the main contenders to likely succeed President Uhuru Kenyatta. Ahead of the August polls, there has been a display of opulence by the politicians and their backers, leading to questions from members of the public on the sources of these funds, because in Kenya, personality-driven politicized ideologies do not hold as much sway as ethnicity and money, which comes in handy for robust campaigning, and apparently the 2022 elections are unlikely to be a departure from that. For instance, there has been a spike in the number of helicopters owned or leased by politicians during election cycles, according to the Kenyan Civil Aviation Authority. From South Africa, in 2020 alone. Added to that, local paper Business Daily also reports that cash in circulation outside the banking system was at 4 months high as of April, according to data from the Central Bank of Kenya, stating that the amount increased by 3.69 billion Kenyan shillings to 252 billion from a month earlier. However, last August, Kenyan politicians rejected a proposal by the Independent Electoral and Boundaries Commission seeking to cap presidential campaign spending at 4.4 billion and political party budgets at 17.7 billion Kenyan shillings. Currently, a presidential candidate is allowed to spend up to a maximum of 5.2 billion Kenyan shillings, while governors, senators, and female representatives get a limit of 433 million Kenyan shillings. Political candidates will also be exempted from giving up surplus campaign funds to their respective political parties within 3 months after the date of an election.
The ongoing border tensions between the Democratic Republic of Congo and Rwanda is a preoccupying situation to so many Africans as well as the nationals themselves of that country. It is to this effect that our reporter has done a lot of extensive research and spoke to some of the authorities in those two countries to come up with a report of this nature. This report. In the Great Lakes region, discrimination and control over minerals have resulted in the creation of several militias that exist today between both countries. In 2012, a so-called March 23 movement emerged and occupied the main city of North Kivu province, and that was the start of the socio-political tension between both countries. International pressure on Rwanda popped up, which stopped funding. The rebel group and the military victory of the Congolese was backed by UN forces, which led to the creation of M23 group a year later. But something was not just right somewhere, according to Congolese officials who say there was no compliance on the part of the government with the agreement that was signed at the time when Joseph Kabila's son, and therefore at this time in 2021 the movement has resurfaced, and very strongly. Meanwhile, international forces and the Congolese government says that Uganda and also the Republic of Rwanda through President Paul Kagame are supporting this rebel movement with the arms and ammunition for the instability in the east, according to political analysts. Angola recently hosted the International Conference of the Great Region and has in multiple occasions tried to build unity within the region, yet to no avail. Nevertheless, business minds of both nations have expressed deep concern on the current tension engulfing both nations, who say the eastern part of the country is pregnant with plenty of important mineral resources which both nations are interested in. Technological changes have equally accelerated the demand of coltan, an ore essential of making smartphones and computers, which are in abundance in North Kivu, a border town between Rwanda and Uganda. Ladies and gentlemen, that report compiled by Teke Wana ends this edition of the 6 a.m. bilingual newscast on 4U television. We thank you for your keen attention and keep on watching more programs on this network. Of course, Noah, see you in some bit. See you in some bit, madame, monsieur. C'est ici que s'achève donc ce journal. Excellente journée sur les antennes de 4U télévision.